Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va créer un pop-up en HTML, CSS et JavaScript. On a cette animation lorsque le pop-up est ouvert. On en a une lorsque l'utilisateur clique où là il ne faut pas. Et on en a une lorsque le pop-up est fermé. Et on va configurer ça de manière que on peut mettre n'importe quel bouton qui nous permet de fermer le pop-up. Vous voyez, si je clique confirmer, ça le fait. Si j'ouvre mon second pop-up, je clique plutôt le X à la place, ça le fait aussi. C'est plutôt simple à faire tout ça en théorie. Voyons voir comment ça l'est en pratique. Let's get started. Ok, on va commencer avec la structure de notre projet. On a un fichier HTML, c'est celui que vous venez de voir ou on a des exemples. Et on a un dossier CSS et un JavaScript. Le dossier JavaScript, il aura le JavaScript pour notre pop-up, comment est-ce qu'il marche. Ainsi que le CSS, on a un pop-up CSS. On a aussi un CSS général qui nous permet de configurer certains éléments de la page qui ne sont pas liés au pop-up. Donc, avec HTML, commençons avec lui. Pour commencer dans la structure de base, comme toute page HTML, et dans le head, ce qu'on va voir, c'est nos éléments habituels. Ensuite, on va rajouter ces trois éléments link qui nous permettent de rajouter un fond de police du site Google Fonts. Je vous conseille de chercher Google Fonts pour avoir accès à des milliers de fonds que vous pouvez utiliser dans votre site web gratuitement. Là, ce n'est pas le but du tutoriel, donc on va pas s'attarder plus sur ça. Ensuite, on va rajouter deux CSS, un pour notre pop-up et un pour notre index.css. À la fin, on va rajouter notre JavaScript, JS, pop-up.js. Et on le rajoute avec cette propriété particulière d'effet qui nous permet, ou qui dit juste à notre page de ne pas charger notre JavaScript avant que tout notre document HTML soit chargé. On fait ceci parce que dans notre JavaScript pop-up, on va essayer de scanner toute la page pour tous les différents pop-up qui existent. On n'a pas défini dans notre JavaScript quels sont les pop-up qu'on va utiliser, mais notre JavaScript va se charger de déterminer tous ces pop-up là et les mettre en action, les faire fonctionner. Dans notre body, vous pouvez voir déjà qu'on a deux divs pop-up. Ils ont les ID différents, je les appelle pop-up et pop-up 2, ou pour les appeler comme vous voulez. On a nos classes pop-up, ça va nous servir. Et on a nos data pop-up delay. Ce sont des propriétés qui vont nous permettre, ou vont permettre au JavaScript de fonctionner. Cette data pop-up égale pop-up, c'est ça qu'on va chercher pour savoir est-ce qu'un élément est un pop-up. Maintenant, lorsqu'un élément est un pop-up, là, on va voir comment ça marche dans le JavaScript. Et data pop-up delay, c'est juste une propriété qui nous permet de déterminer quel est le délai entre les différentes animations. Vous voyez par exemple lorsque j'ouvre, ça se passe en une demi-milliseconde qui est 500 millisecondes. C'est ça que vous voyez dans cette propriété là. Et lorsque je ferme là, ça se passe aussi en demi-milliseconde. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Une demi-seconde qui est 500 millisecondes. Donc c'est ça qu'on spécifie dans cette propriété-ci. On va configurer tout ça JavaScript tout à l'heure. Et dans notre pop-up, ce qu'on a, c'est un pop-up content. C'est ça qui est ce que vous voyez en fait. Dans le pop-up, ça sera l'arrière-plan noir. Et le pop-up content, c'est ce qui est contenu à l'intérieur. Je vous remonte ça. Donc ça c'est le pop-up, tout l'arrière-plan qui est noir. Et lorsque je clique sur le pop-up, c'est là que cette animation se passe. Et dans le pop-up content, c'est lui que l'utilisateur va voir comme le pop-up vraiment. Et là, on a nos différentes animations qui vont jouer lorsqu'il est en train de fermer, etc. Ok, là on a deux boutons, c'est ceux sur lesquels nous sommes en train de cliquer depuis pour ouvrir nos pop-up. Un pop-up 1 et pop-up 2. Comment est-ce qu'il marche? C'est que dans notre JavaScript, on va regarder n'importe quel élément qui a la propriété data target et on va chercher. Là, il dit à quel il est en train de pointer. Si là, il est en train de pointer et des types data pop-up, ok, là, on sait qu'il est en train de vouloir ouvrir un pop-up et on va l'ouvrir. C'est un peu comme ça que ça marche. Maintenant, je vais vous expliquer un peu la théorie. On va voir comment ça fait ça en JavaScript tout de suite. Ok, notre JavaScript, il est plutôt simple. Vous voyez, il a même pas 45 lignes de code, mais il fait exactement tout ce que l'on veut. Au début de notre JavaScript, on va commencer par sélectionner tous nos pop-up qui sont dans la page, comme je vous le disais tout à l'heure, en faisant un document query selector all data pop-up égale pop-up. Donc tous les éléments qui ont cette propriété, cet attribut-ci, égal à ça, on sait que c'est un pop-up et on va les sélectionner et les mettre dans notre constante pour les pop-up. Maintenant, chaque pop-up, on va le parcourir avec for each qui veut dire exactement pour chaque en français.
Donc pour chaque pop-up, on va prendre une valeur. Vu qu'on a réglé les parcours chacun à la fois, on va passer dans chacun de ces trucs-ci et prendre un pop-up. Donc pour chaque pop-up, on prend un pop-up en particulier et on fait tout ce qui se trouve ici à l'intérieur. Pour notre pop-up, on aura un pop-up ID. On prend juste la propriété ID du pop-up. Ensuite, pop-up content, on prend le contenu pour l'élément avec la classe pop-up content dans notre pop-up. On prend tous les boutons qui vont nous servir à fermer le pop-up et ça en utilisant data action close. Je ne voulais pas montrer dans le HTML, mais lorsque je vous parle dans ce pop-up-ci, notre bouton qui nous permet de fermer notre X par exemple, a cette propriété data action close qui nous permet de fermer notre pop-up. Et si j'ouvre le premier pop-up, on a plusieurs data action close parce qu'on voulait tester juste que on peut faire avec plusieurs boutons. Je voulais juste vous le montrer, qu'on peut le faire. Donc, pour chaque pop-up, on veut savoir quels sont tous les boutons qui permettent de fermer ce pop-up. On va prendre la valeur de notre propriété pop-up delay. Là, en le faisant, on fait pop-up, on prend l'attribut pop-up delay ou data pop-up delay. Si elle n'existe pas, si l'utilisateur ne l'a pas mis, pas de problème, on va juste mettre la valeur 500 par défaut, qui est 500 millisecondes. Arrête de ronfler. Ok, donc lorsqu'on prend l'attribut pop-up delay, on va la passer dans notre fonction passIn pour la convertir en nombre et la mettre dans notre constante ou notre variable. On veut aussi savoir quels sont tous les boutons qui permettent d'ouvrir notre pop-up. On va faire pareil. Document, query selector all, tous les éléments qui ont data target qui est égal à notre pop-up ID. Donc si dans notre page HTML, on a plusieurs boutons dont le data target refait à notre pop-up, on considère que ces boutons-là sont des boutons qui permettent d'ouvrir notre pop-up. Donc vous voyez qu'avec cette partie-ci, on sélectionne tous nos éléments dont on aura besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire avec chacun de ces éléments? On a tous nos boutons pour ouvrir, on a tous nos boutons pour fermer, ce sont les principaux là, vu qu'on veut pouvoir ouvrir un pop-up et on veut pouvoir fermer un pop-up. Donc vous voyez que on aura des cas lorsque on aura du code à gérer pour fermer le pop-up, on aura du code à gérer pour fermer, pour ouvrir le pop-up. Et là maintenant on a un cas en particulier que lorsque l'utilisateur clique sur le pop-up, c'est cette animation qu'on avait là pour attirer l'attention de l'utilisateur, grab attention, et il dit que non, tu n'as pas le droit de cliquer ici. Ok, comment tous ces codes marchent? Comme je l'ai dit, ils sont plutôt simples à implémenter et expliquer. Lorsque l'utilisateur clique sur un de nos boutons pour ouvrir, on en a plusieurs, donc on va les faire en boucle. Pour chaque bouton d'ouverture, on va exécuter le même code. Et qu'est-ce que ce code fait? C'est qu'il prend le bouton, un des boutons d'ouverture, celui qui vient d'être cliqué, donc on ajoute l'événement listener click. Lorsqu'il vient d'être cliqué, un des boutons d'ouverture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pop-up. On est dans le code du pop-up bien sûr, donc c'est pour ça qu'on peut le sélectionner. On sait que c'est un des boutons d'ouverture de ce pop-up-ci. Donc on sélectionne le pop-up en raison et on prend notre classe list, on ajoute active. Donc ce qu'on va faire, c'est juste ajouter la classe active à notre pop-up. Le pop-up content, lui, on va rajouter la classe fade-in. Ça c'est la classe que j'ai pour une animation fade-in. Fade-in pour dire fondu, un fondu mais en entrant, un fondu en sortant. Ça c'est celui qu'on aura lorsqu'on veut sortir. Donc lorsque ça c'est la classe qui gère notre animation. On va rajouter cette classe là à notre pop-up content. Parce que le pop-up lui c'est juste là, il est plan noir, donc on va se la rajouter la classe active. Il va juste afficher notre élément. Mais le pop-up content, on va rajouter la classe fade-in qui va gérer notre animation. Et ce qu'on va faire après ça, c'est qu'on aura notre set timeout qui nous permet d'exécuter un bloc de code après un certain nombre de temps, tout l'utilité de notre pop-up delay. Donc après notre pop-up delay que l'utilisateur a passé, ce qu'on va faire, c'est retirer la classe fade-in et rajouter la classe fade-in pour dire que l'élément pop-up n'est plus en train d'apparaître, il a déjà fini d'apparaître, donc il est déjà là. La différence en anglais c'est juste le D ici, mais j'espère que vous comprenez les différentes classes que j'ai utilisées. Donc lorsque l'utilisateur clique sur un bouton d'ouverture, je vais vous le montrer maintenant en pratique, qu'on arrête de parler juste.
Ce qu'on va faire, c'est, j'ouvre ma console, j'ai rien qui s'affiche là. Lorsque je clique, vous voyez on a l'arrière-plan qui a été affiché. Ça c'est parce que j'ai rajouté la classe active à notre pop-up. Vous voyez notre pop-up, là a été rajouté la classe active. Et notre pop-up content, lui il a la classe faded in. Ça c'est parce que l'animation a fini de s'exécuter. Si je referme ça, je clique sur pop-up encore, vous voyez, pop-up par défaut n'a pas de classe active. Et pop-up content n'en a pas d'autre classe non plus. Lorsque je clique, vous voyez fade in et directement il change à faded in. Je sais pas si vous avez le temps de voir ça. Vous pouvez rentrer de quelques secondes dans la vidéo pour voir ça. Mais c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, lorsque l'utilisateur clique, on va rajouter la classe active à notre pop-up. Et ce que la classe active fait, c'est juste que elle change le display de notre élément à un display flex. Avant, il était un display non. Vas-y. Par défaut, notre pop-up a une propriété display non, donc il n'est pas affiché notre pop-up, mais lorsqu'on rajoute la classe active, il est affiché lorsqu'on met le display flex. Si je retire ça, vous voyez, il n'est plus affiché à nouveau. Là, il affiche. Ça, c'est juste l'utilité de la classe active. Donc, il affiche notre élément et il met notre content aussi au centre. Si je retire ça, vous voyez, notre élément n'est plus au centre. C'est ça que je veux qu'il fasse pourtant. Ok, et notre pop-up content, la classe fade in, tout ce qu'elle fait, c'est juste qu'elle garde l'opacité à 1. Si je la retire, ça va pas changer grand chose parce qu'on a notre animation qui marche déjà ou qui a fini de s'exécuter. Et notre pop-up content avec la classe fade in, ce qu'elle fait, c'est juste de garder l'opacité à 1 pour s'assurer que notre élément est bien visible. Donc ça c'était pour comment est-ce qu'on ouvre un pop-up. Pour fermer, c'est presque identique, mais on fait juste l'opposé. Ce qu'on va faire, c'est lorsqu'un bouton de fermeture a été cliqué, oui, avec l'événement click, on va prendre le pop-up content et rajouter la classe fade out. La classe fade out, comme vous pouvez le deviner, c'est celle qui va gérer notre animation de fermeture. Là, je fais un console log là pour afficher le délai de l'animation. On n'a pas besoin de ça, c'était juste pour des tests. On va faire un set timeout, utiliser notre délai qui est 500 millisecondes par défaut, ou bien peu importe ce que l'utilisateur a passé. Donc dans 500 millisecondes ou bien une demi-seconde, ce qu'on va faire, vu que notre animation va prendre un certain nombre de temps, on ne veut pas juste fermer ou retirer la classe active de notre élément tant que l'animation n'est pas terminée. Ce que je veux dire par là, c'est si je retire ça, j'enregistre, je reviens ici, je clique pop-up. Lorsque je ferme, vous voyez on a eu l'animation de fermeture, mais rien ne s'est passé après. Là, ce qui vient de se passer, c'est juste qu'on a rajouté à notre pop-up content, ou bien ce qui vient de se passer, c'est qu'on a juste rajouté à notre pop-up content la classe fade out. Ce qu'elle va faire, fade out, c'est jouer l'animation du fade out qui nous permet juste de quitter de l'opacité 1 à l'opacité 0. Vous voyez l'élément qui est de l'opacité 1 à 0, donc l'élément devient invisible, mais si je le sélectionne à HTML, vous voyez que l'élément est bien toujours là. Il est dans ce carré violet ici. Donc, si dans notre code on doit s'arrêter juste là, que lorsque l'utilisateur clique, on ajoute cette classe-ci, l'élément va juste redevenir invisible. Mais là, on va dire que après que notre élément a fini de faire l'animation de fermeture, on veut faire un petit nettoyage. Donc, on veut faire ça après le délai. Le délai, je me suis assuré qu'il soit du même temps que le temps d'animation. C'est pour ça que dans l'HTML, je mets 500 là. Je mets 500 pour le délai, parce qu'il sait que l'animation prendra aussi 500. Donc après que l'animation soit terminée, on va entrer dans ce bloc de code ici. Après 500 millisecondes, je veux dire, on va afficher notre fade out pour dire que l'élément a déjà disparu dans la console. À notre pop-up, on va retirer la classe active. On retire la classe active, l'élément n'est plus affiché. L'élément dont je refais, c'est cet arrière-plan noirci. Lorsqu'on retire la classe active, il n'est plus là. Et tout son aide et tous ses enfants aussi ne sont plus là. Donc le pop-up content ne sera plus là non plus. On retire tout le pop-up, on retirera la classe active. Et dans notre pop-up contenu, au content, on va retirer les classes aussi, fade in et les classes fade out. On n'a plus besoin, donc faites du nettoyage afin que lorsque l'utilisateur cliquera à nouveau sur ouvrir, qu'on recommence à nouveau comme un état neuf, un état d'enfant. Il n'y a rien qui s'est passé. J'étais jamais là. C'est ça que notre bouton de fermeture fait. Mais tant que je renregistre ça à nouveau, je viens là, je clique, ça s'ouvre, je clique, ça se ferme. Vous comprenez un peu mieux comment
ou ce qui se passe en arrière si je faisais pas sur cette timeout et que directement après je exécutais tout ce code. Ce qu'il devait faire, c'est ajouter la classe fadeout, l'animation devait commencer, mais vu que le code exécutait beaucoup plus rapidement que l'animation, on devait directement venir retirer la classe active et il n'aurait même pas le temps de voir qu'une animation est en train de jouer. On va enregistrer ça, je vais vous le montrer. Je clique là, mais lorsque je clique sur fermer, hop, il disparaît directement. Vous pouvez aussi vouloir faire ce genre de pop-up-ci, mais nous on veut faire dans l'élégance. Ok, donc on veut pas ça, on va juste attendre que l'animation est finie de jouer avant que nous on fait tout le travail de nettoyage. Et là on a ce beau pop-up-ci. Bien sûr, on avait cet élément-ci qu'il ne faut pas oublier. Lorsque clique et lorsqu'il y aura des petits grabs là qui vont se passer. Je vais vous expliquer comment les animations marchent, bien sûr, dans quelques secondes, lorsque je finis de vous expliquer ça. Lorsqu'on clique sur le pop-up c'est l'arrière-plan, comme je vous l'ai dit déjà. Tout ce qu'on va juste faire, c'est vérifier si l'élément sur lequel on vient de cliquer, c'est bien le pop-up. Parce qu'on peut avoir cliqué sur l'élément enfant ici, ça va aussi enregistrer ça comme si on a cliqué sur le pop-up, parce que ça, c'est un de ses enfants. Si je clique sur un de ses enfants, c'est similaire, tu l'as cliqué lui, parce que son enfant est contenu dans lui. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Si on touche vos connaît, ça veut dire qu'on vous a touché, parce que vos connaît fait partie de votre corps. Mais ce que nous on veut vérifier, c'est vraiment si l'utilisateur a cliqué sur le pop-up, lui en entier, pas sur un de ses enfants. C'est pour ça qu'on vérifie ça. Event.target égale pop-up, ça veut dire que oui. Si c'est le cas, que l'utilisateur a vraiment cliqué sur l'arrière-plan noir et non son enfant en pop-up content, là ce qu'on va faire, c'est juste rajouter la classe grab attention. Et après quelques secondes, quelques millisecondes, après le délai en fait l'utilisateur nous a précisé, on va retirer cette classe là afin que on puisse la remettre encore après. Vous voyez un peu. Donc lorsque je clique là, regardez bien, gardez l'œil ici. Est-ce que je clique? Si je clique plusieurs fois, tant que c'est pas encore terminé, ça va pas rajouter la classe plusieurs fois parce que la classe est déjà là. Mais lorsque après un certain nombre de temps ça passe, vous voyez que la classe est retirée. C'est ça qu'on veut faire. Enfin que lorsque l'utilisateur clique, l'animation rejoue à nouveau encore. Parce que si on gardait la classe là, lorsque l'utilisateur devait cliquer à nouveau et qu'on n'a pas retiré cette classe, l'animation ne devait plus jouer. On va vous le montrer tout de suite. C'est facile de vous le montrer. J'ouvre ça. Je clique une fois, ça le fait. Je clique à nouveau, ça ne le fait plus. Parce que la classe existait déjà et parce que la classe existe déjà, et si la classe existe déjà, c'est-à-dire que l'animation a déjà été jouée. Vous voyez, grave attention, tout ce qu'elle fait, c'est juste qu'elle joue notre animation. Donc on veut bien s'assurer de retirer cette classe après que l'animation est finie de jouer et la remettre lorsque l'utilisateur veut rejouer cette animation. Bien lorsque l'utilisateur fait une bêtise. C'est bon, ça c'était pour comment notre JavaScript marche, mais tout ça, vous avez vu qu'on n'avait pas fait. On n'a fait aucune animation ici, on a juste géré les classes. Maintenant, ces classes-là, eux, ils appellent les animations. Comment est-ce que ces classes marchent? Je vous le montre dans notre pop-up.css. Ici, dans notre pop-up, on va commencer là. On a juste ce display none. C'est ça la propriété qui nous intéresse. Tous les éléments de longueur, largeur, la position, l'arrière-plan, un peu sombre aussi. Ça, c'est pour le design. Mais pour le fonctionnement du pop-up lui-même, c'est juste le display none qui nous intéresse. Et lorsque le pop-up sera actif, là, on va changer le display. Il va quitter de none à display flex. C'est ça que JavaScript fait lorsqu'il rajoute la classe active à notre élément. C'est parce qu'on veut que notre display quitte de none à flex. Maintenant, je me charge aussi de centrer le pop-up content avec ces éléments-ci. Je peux les garder ici, pas besoin de les mettre lorsqu'ils sont actifs, mais ça fait pas aussi de sens de les garder là vu que l'élément n'est pas affiché, donc ça sert pas de rajouter des classes additionnelles qui devraient être interprétées par le navigateur alors qu'on n'en aura pas besoin. Après, pour le actif, qu'il soit actif ou pas, notre pop-up content, on fait aussi un peu de la mise en forme, on donne une longueur, une largeur ou une hauteur, je veux dire, quelques marges, un bord de radius pour que les bords soient arrondis, etc. On met la position relative pour pouvoir positionner notre élément bouton après relativement à notre pop-up content. Mais comme je dis, tout ça sont juste des classes pour embellir. Vous pouvez vous arrêter, poser quelques secondes pour lire ça. Là, je positionne notre bouton un certain top, un certain left. Et je fais un transit moins 100%. Le 100% aussi, c'est 100% de la taille de notre pop-up. Donc, je me fais en sorte qu'il soit bien positionné où je veux, moins la largeur de notre élément. Là, c'est ça que notre X est bien là, positionné ici. Ok, lorsque l'élément
et survoler, on rajoute juste la taille de notre élément. C'est ça que vous avez cet effet-ci. Il grandit un peu. Et là, pour notre fade in, fade out et grab attention. Vous voyez, tout cela sont juste des animations que j'appelle l'animation fade in top qui va durer 0,4 secondes et je veux que cette animation joue avec cette courbe Bézier ici, c'est-à-dire cette courbe Bézier ici indique en fait comment est-ce que l'animation va être jouée, la vitesse, la lenteur sur laquelle l'animation va être jouée. Maintenant, moi je comprends pas ce que ça veut dire, j'ai pas besoin de le comprendre. On a des outils qui nous permettent de générer ces codes ici et permet de rendre l'animation vraiment smooth. Si je reviens là, vous voyez, je clique là, cette animation est smooth, là elle disparaît. C'est beau à regarder. Mais si je reviens sinon pop-up content, je l'ouvre, on a fade in, il a disparu. Bon, on va s'amuser un peu avec fade out aussi, non plus, lui va disparaître. Comment est-ce que je peux mettre ça? Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est facile à le faire. Si je viens ici, dans le grab attention par exemple, dans le fade in, si je reviens là, je retire ça, on ne retire pas, on va pas retirer notre fade in. Donc, lorsque j'ouvre, la propriété fade in va rester. Ouais, c'est fade in, c'est comme je disais, on a cubic Bézier qui détermine l'animation de notre élément. Si désactiver ça, je réactive, on a notre animation qui va rejouer. Maintenant, le cubic Bézier, vous voyez, ça c'est vraiment la courbe. Le navigateur vous permet vraiment de générer ça, de changer la courbe, comment est-ce que vous voulez que l'animation joue. Si je mets ça là, vous voyez comment le bouton, bien l'exemple qui est illustré ici, va aller lentement au début. Donc là il va lentement, après il accélère vers la fin, ou on peut le mettre un peu comme ça. Donc il va lentement, il s'arrête un peu vers le milieu et il va encore rapidement. Si je laisse ça là, je fais pareil pour notre élément. Vous voyez, notre élément est beaucoup moins beau parce qu'on a changé un peu notre courbe d'animation. Donc il vient un peu, il vient là, il s'arrête vers le milieu avant de continuer rapidement. Donc vous choisissez votre courbe en fonction de l'animation que vous voulez faire. Donc on peut la mettre un peu plus linéaire, donc elle va à la même vitesse dans tous nos éléments et vous aurez ça, simple animation. Et c'est bon. Dans cette courbe là que vous avez vu, c'est une courbe que j'ai générée. Cette animation même que je vais vous montrer, je passe sur Animistar, animistar.net. C'est un site que j'utilise pour avoir des animations. Je clique sur Start. On a toutes ces animations ci. J'étais venu sur attention par exemple, vous avez vibré qui vibre ici, et pas sur vibrer 3, c'est lui que j'avais sélectionné. Je veux pas qu'il soit infini, je veux qu'il joue juste une fois. Donc c'est cette animation que vous voyez qu'on a sur notre site lorsque l'utilisateur clique comme ça. Et ce que je fais lorsque j'ai sélectionné l'animation que je veux, je passe juste sur le code, il me génère les keyframes, il me génère même la classe, comment appeler la fonction, et il l'appelle de manière linéaire. C'est-à-dire que l'animation va se jouer linéairement. Je peux aussi choisir un cubic Bézier, fonction d'animation en fait ici qu'ils ont plusieurs spécificités là. En fonction de celle que vous choisissez, l'animation joue un peu différemment parce que la vitesse à laquelle vous jouez l'animation change un peu l'animation. Ok, donc lorsque vous sélectionnez une de ces vitesses là, vous avez vu ça générer le cubic Bézier pour moi, cubic Bézier je veux dire, et moi je n'ai rien fait, je sais pas vraiment comment ça marche. En tout cas, bon, je sais comment ça marche. Vous passez des nombres là, des différentes vitesses que vous voulez que ça a, différents nombres de points. Mais vu que ce sont des nombres assez décimales et petits, c'est pas facile de visualiser ça pour un être humain. Donc, utilisez un programme, vous le visualisez directement et vous avez votre animation qui est smooth, qui est lisse. Donc, ce que ce site fait, c'est qu'il me génère le keyframes. Les keyframes qui sont générés, tout ce qu'il va faire, c'est juste déterminer les différentes. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de keyframes, c'est des animations. C'est une règle de CSS qui nous permet de créer des animations. On le fait en mettant des différentes étapes. On le fait en quittant d'un élément 0 à 100%. On peut quitter de from à to. Si pas peut-être dans intrinsique, on revient là. Là, vous voyez qu'on quitte de 0 directement à 100. On n'a pas besoin de s'arrêter à 10 ou à 20 ou à 50. Donc, c'est-à-dire que à 0% de l'animation, notre élément, le scale sera 0 et à 100%, le scale sera 1. Ce que le CSS va se charger de faire, c'est quitter de 0 à 100 dans le nombre de temps qu'on l'avait dit de faire en fait dans l'animation ici en haut. Donc l'animation elle-même ne sait pas dans combien de temps elle va s'exécuter, mais c'est juste que à 0% de l'animation, mon élément aura ses propriétés CSS et à 100% il aura ses propriétés CSS. Donc on va faire ça en 0,5 millisecondes en utilisant ces vitesses d'animation ici, et c'est comme ça que vous avez cette animation. Vous avez celle-ci,
Vous voyez l'élément qui est de 0 scale, c'est-à-dire que il est vraiment 0, presque invisible. Il grandit jusqu'à 1 pour avoir la taille normale de l'élément. Donc je vais vous expliquer un peu comment les keyframes marchent. Et maintenant là, pour notre keyframe de fade-in, j'ai appelé l'animation fade-in top, qui est le keyframe, donc qui est de 0 à 0%. Notre élément n'est pas visible avec opacity 0 et notre transform Y est moins de 50 pixels. À 100%, il part 1 et il part 0. C'est ça que vous voyez, on a ici, vous voyez qu'il est un peu en haut, moins 50 pixels, il descend à 0 qui est la position normale au centre. Donc, initialement, il va quitter un peu moins centré et revenir au centre. Il va quitter un peu invisible et revenir visible. C'est ça que notre élément fait. Lorsque je fais ça, il quitte un peu vers le haut, il vient au milieu et il quitte d'invisible, il devient visible. C'est ça que notre animation fait. Et pour le fade out, c'est l'opposé quasiment. On quitte de 1 à 0 et on quitte de 0 à moins 50. Donc on remonte plutôt. Et pour le vibrer, lui il est un peu plus compliqué parce qu'on veut faire vibrer l'élément, c'est-à-dire on va quitter, aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, en fonction des différents pourcentages sur lesquels on se trouve. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, il quitte un peu, il va gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et c'est ça qui fait cet effet de vibration là. Là. Vous l'avez deviné, j'ai pas créé cette animation non plus, je l'ai pris sur le site que je voulais montrer. Mais c'est plutôt simple à comprendre lorsque vous avez déjà créé des animations par vous-même. De voir que lorsque nous crée une animation, vous pouvez la voir et dire ok, je sais ce que cette animation va la faire. Sans avoir besoin d'aller sur le site web en fait. Donc ça, ce sera tout pour notre tutoriel. J'espère qu'il vous a été vraiment utile. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Merci de laisser un commentaire pour me suggérer qu'est-ce que vous aimeriez apprendre prochainement ou juste m'encourager, je sais pas. Prenez soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.